Bien, bonjour, chacune et chacun d'entre vous. Juste d'abord vous dire le plaisir, moi aussi, de vous accueillir et de vous voir aussi nombreux. Je suis toujours stupéfait de voir à quel point Guylain a eu une idée prémonitoire et particulièrement brillante qui fait qu'année après année, ce prix rencontre de plus en plus de succès. Je pense que cette idée du DRH devenu président est de plus en plus d'actualité. Alors, pas de plus en plus d'actualité parce que ça arrive de plus en plus souvent. Parce qu'en réalité, je pense que je suis pas sûr que ça arrive plus souvent qu'avant, peut-être même moins souvent qu'avant, tellement, je veux dire, la dimension financière des entreprises a souvent pris le pas. Mais juste trois raisons rapides pour vous dire pourquoi je crois que c'est toujours d'actualité, peut-être de plus en plus. D'abord, tout le monde est convaincu, et ça c'est le cœur de la fonction de DRH, que les hommes et les femmes sont la vraie richesse des entreprises. Tout le monde le dit, tout le monde ne le fait pas. Et en particulier, je suis toujours étonné que si c'est vrai que les hommes et les femmes sont la vraie richesse des entreprises, alors pourquoi il n'y a pas plus de DRH qui deviennent présidents? C'est vrai parce que, d'abord on voit qu'à quel point c'est de plus en plus important d'attirer et de garder les talents, surtout dans un moment où il y a une telle transformation dans nos entreprises, parce que tout le monde est maintenant convaincu que l'engagement est à la fois le résultat de la confiance, de la confiance dans l'avenir de l'entreprise, de la confiance entre les équipes. C'est aussi lié au plaisir qu'on peut trouver au travail et à la possibilité de se développer. Donc, les raisons fondamentales pour lesquelles, je dirais, le DRH est essentiel dans une entreprise sont toujours là. Je donnerai juste deux exemples complémentaires qui m'ont beaucoup frappé. Et vous savez que, par exemple, quand il y a des fusions entre entreprises, il y en a à peu près 2/3 qui échouent. Et pourquoi elles échouent? Le plus souvent pour des questions RH. Pour des questions RH, pour des questions de compatibilité de culture, alors que ces sujets-là, au moment où on a étudié la fusion, on a fait des due diligence uniquement financiers et on n'a pas regardé ce problème. Donc vous voyez à quel point, je veux dire, le fait de savoir se préoccuper en temps et en heure des enjeux RH peut être extrêmement pertinent, y compris du point de vue du développement des entreprises et de la réussite des fusions. Et donc, je le disais, je suis toujours frappé finalement, assez peu de DRH deviennent présidents, et même, ils n'ont pas toujours la position qu'ils devraient avoir dans l'entreprise, ne serait-ce qu'au niveau du COMEX. On trouve de plus en plus de DRH ou de DGRH, ce qui, je pense, est une très bonne chose, mais ce n'est pas non plus le cas, général, et pourtant, c'est clair que ce sont bien eux qui ont la connaissance la plus profonde des hommes et des femmes de l'entreprise et de sa culture. Pourquoi est-ce que c'est à mes yeux de plus en plus d'actualité? Je vois deux raisons. D'abord, je pense que c'est incontestable qu'il y a une intensification du travail. Et face à cette intensification du travail, surgissent un certain nombre de difficultés dans les entreprises liées à cette charge de travail, liées au stress, liées à la difficulté des relations, liées à l'invasion entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Bref, ces sujets-là sont des sujets qui sont des sujets montants, et je suis convaincu que la fonction RH ne peut pas se limiter à être une fonction, j'allais dire, professionnelle, de gens qui maîtrisent bien la fonction RH, que la dimension de RH de proximité, de gens qui sont capables de s'adresser aux personnes dans leur complexité, et l'avenir des métiers de RH. Et puis enfin, toujours une autre raison qui me paraît importante pour cet accès de plus en plus d'actualité, c'est bien sûr l'accélération non seulement de l'intensification du travail que je viens d'évoquer, mais l'accélération de la mutation et de la transformation numérique de nos entreprises. Et là aussi, quand on regarde de près, bien sûr il y a des aspects techniques, bien sûr il y a des aspects de process, mais fondamentalement, l'enjeu principal, il est dans les hommes et les femmes et leur capacité à conduire une telle transformation et à s'y adapter. Parce qu'il faut les deux. Il faut à la fois savoir conduire cette transformation pour que les hommes sachent le faire et sachent aussi s'y adapter. Je pense qu'il y a une raison encore plus fondamentale pour laquelle ces enjeux sont majeurs, c'est que ça mérite de réfléchir sur la raison d'être des entreprises. Bien évidemment, la raison d'être des entreprises n'est ni de manière caricaturale, le profit pour le profit ou l'emploi pour l'emploi. Et donc, quand on essaie de regarder la raison d'être des entreprises, ce que sont les attentes
des clients, les attentes des salariés, les attentes des élus, les attentes des territoires. On voit à quel point, des attentes des citoyens, on voit à quel point, je pense qu'on peut formuler ce qu'est la raison d'être des entreprises, d'être des acteurs du développement responsable de notre société. Acteurs du développement responsable de notre société, et ça veut dire combiner à la fois être un acteur du développement économique, ça c'est absolument évident, hein, parce que sans une bonne santé économique, il n'y a pas de possibilité d'innovation, de développement et de création de richesses, et donc de répartition de ces richesses. Mais ça veut dire aussi être aussi attentif aux enjeux du développement des hommes et des femmes dans l'entreprise, et de faire en sorte que sur des aspects comme la satisfaction professionnelle, la qualité de vie au travail, l'égalité des chances, etc., l'entreprise soit très attentive à ce que les hommes et les femmes qui y sont ou qui vont y venir se développent, y compris se développent au plan personnel. Et puis, ça veut dire aussi le développement des territoires, c'est-à-dire les territoires sur lesquels on se trouve. Il ne faut jamais oublier que le territoire, pour l'entreprise, est une ressource. Et comme toutes les ressources, il faut s'en occuper et les développer, être attentif à ce que les territoires sur lesquels on est soient à la fois dynamiques et avec une bonne cohésion sociale. Au bout du compte, si on regarde tout ça, et qu'on est bien convaincu que c'est ça la mission d'une entreprise, alors on voit à quel point la mission des DRH de demain va encore s'élargir par rapport à celle d'aujourd'hui. Ça ne va plus être juste des gens du syndical ou du social, ça va être des gens du sociétal, et qui seront des acteurs décisifs de ce développement responsable. Et je pense que d'ailleurs, on pourrait un jour penser que on parle plus de DRH, mais on pourrait parler de directeur des enjeux sociétaux, hein, incluant les enjeux sociétaux internes et les enjeux sociétaux externes de l'entreprise. Voilà en quelques mots ce que j'avais envie de vous dire au moment, et je repasse la parole aux animateurs et à notre ami Guylain. Merci. Cher Jean-Paul Bailly, juste une petite... Le journaliste que je suis ne peut pas résister au teasing, effectivement, que représente l'affichage de la couverture de cet ouvrage que vous venez de signer. Préface d'Emmanuel Macron, une maison d'édition qui s'appelle Descartes et compagnie, ça s'appelle être lancé sous les meilleurs auspices. Deux mots peut-être sur le sens de ce projet. Oui, c'est au fond un témoignage de ce qu'était ma vie professionnelle, et notamment d'avoir été pendant 20 ans à la tête de 2 grandes entreprises publiques, 9 ans à la tête de la RATP et 11 ans à la tête de la Poste. Vous y connaissez un peu en réforme. Et pendant ces 20 années, avoir conduit des réformes assez fondamentales dans ces 2 entreprises. On parle souvent de l'alarme sociale, de la transformation des bureaux de poste, mais ce n'est que la face émergée des très profondes transformations qui ont été faites dans ces entreprises, des transformations qui ont été faites justement en essayant en permanence d'établir le dialogue et la confiance. Et avec la conviction que le dialogue et la confiance se renforcent l'un l'autre. Le dialogue sert à établir la confiance, mais c'est grâce à la confiance que le dialogue est constructif. Et donc, voilà, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps, je vais juste... le teasing suffit, maintenant vous n'avez plus qu'à regarder et Descartes et compagnie, donc vous pouvez vous précipiter soit chez les meilleurs libraires de la région, soit sur Amazon ou la Fnac, et aller plus loin dans la découverte de ce livre. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait partager ce soir encore votre vision des sujets qui sont au cœur de cette soirée.